Chaque fois qu'on ouvrait un club, on avait un peu de difficulté à se positionner. Forcément, t'as pas d'historique auprès des algos, des moteurs de recherche. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a créé des pages dans des villes que l'on a identifiées en fonction de 2 critères. Le premier, ce sont le nombre d'habitants, donc plus de 10 000 habitants, et le volume de requêtes qui contient le nom de cette ville, plus salle de sport sur SEMrush. On a fait un croisement et on a plus de 400 qui sont ressortis. Et l'idée, c'était de créer des pages dans ces villes pour dire... Alors, on n'est pas encore implémenté ici, mais on va bientôt arriver. Et si tu veux te tenir au courant, remplis ce petit formulaire et on te contactera dès qu'on aura plus de visibilité. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Sébastien Loy, qui est responsable e-commerce et marketing digital chez Fitness Park, que vous retrouverez en ligne sur fitnesspark.fr, parc à l'anglaise, avec un K. Et c'est quoi Fitness Park ? Comme son nom l'indique, c'est une enseigne de club sportif, l'enseigne préférée d'ailleurs des Français dans sa verticale, dans son domaine, dans son secteur. Toute enseigne confondue. Toute enseigne confondue de clubs sportifs depuis 4 ans. Et on va aborder plein de sujets passionnants aujourd'hui. Alors déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Ou plutôt, merci d'avoir provoqué l'invitation, parce qu'en fait, Sébastien est un fan du Panier, un fan de Génération Do It Yourself. Il a écouté plein des épisodes du Panier, je crois. Quasiment tous. Et en écoutant Boku un jour, l'épisode sur Boku, que je vous recommande, chers auditrices, chers auditeurs, parce qu'il est passionnant, avec William. Tu t'es dit fuck it, je vais contacter Laurent, et il m'a contacté sur LinkedIn, il m'a raconté son histoire, et je pense qu'il y a plein d'enseignements, ou en tout cas de sujets qu'on va aborder, qu'on n'a jamais abordé jusqu'à présent. Donc merci infiniment d'être là. Fitness Park est sur un marché qui est assez concurrentiel, mais que j'aimerais bien comprendre, donc on va en parler. Aujourd'hui, vous avez dépassé le 1 million d'adhérents pour la première fois. Alors petite baisse post-Covid, comme tout le monde, dans cet univers, comme beaucoup en tout cas dans cet univers, puis regain d'abonnés pour dépasser maintenant presque 1 million, plus d'1 million d'adhérents. Vous avez pris plus de 200 000 adhérents en un an, si j'en crois les articles que j'ai trouvés de ton CEO, dont le nom m'échappe, mais je le retrouve, Philippe Herbette, pardon. On va parler de licence, parce que vous êtes sur un format de licence de marque. Vous avez aussi des master franchises à l'étranger. J'aimerais bien comprendre comment ça marche, mais surtout comment toi, au quotidien, sur le marketing digital et sur l'e-com, tu interagis avec ces différents clubs. On va parler d'emplacement, on va parler de SEO géolocalisé, on va parler de plein de petites techniques que vous avez mises en place qui t'ont permis de passer aujourd'hui à presque 20% d'achats en ligne, des abonnements, c'est ça, alors que tu partais de zéro quand tu es arrivé chez Fitness Park il y a quelques années. Et voilà, on va parler de parcours d'achat. Est-ce que je m'inscris au club qui est en bas de chez moi tout bêtement parce que je vais le croiser ? Est-ce que je cherche en ligne et je trouve le site et puis ensuite je vais voir le club pour voir à quoi ça ressemble pour une séance d'essai par exemple ? On va parler de ce parcours d'achat. On va parler de churn parce qu'il y en a dans ce milieu. Et puis de tous tes leviers d'activation et d'acquisition. Je me réjouis. Je vous remercie, chères auditrices, chers auditeurs, d'être là avec nous aujourd'hui. Et puis allons-y, c'est quoi Fitness Park ? Fitness Park, c'est l'enseigne préférée des Français. Donc on a dépassé le 1 million d'adhérents, et ce sont des clubs de sport où tu vas retrouver du matériel très haut de gamme. Donc les mêmes installations dans les clubs sportifs professionnels, mais aussi dans le village des Jeux Olympiques qui aura lieu à Paris en 2024. Ouais, c'est ça, cette année. Alors je sais pas quand l'épisode sort, mais je crois qu'il sort début d'année. Ouais, c'est ça. Vous êtes partenaire des JO et on trouve dans les clubs Fitness Park le même équipement que dans les clubs d'entraînement des JO, et aussi
Tu m'as dit le PSG ou je dis une bêtise? Ouais, tu vas retrouver les mêmes équipements dans les clubs sportifs professionnels. Donc, si tu regardes quelques vidéos des entraînements au PA Paris Saint-Germain, par exemple, ils ont les mêmes équipements que dans nos salles de sport. Donc, Qui est quoi comme équipement? c'est principalement Technogym, mais on a aussi d'autres fournisseurs comme Hammer ou Eleco sur la partie powerlifting. Ok. On exploite de plus en plus C'est dans quoi nos du clubs. powerlifting? C'est l'objectif en fait, c'est de soulever le plus de poids possible. Donc c'est vraiment axé sur la force. Donc Ok. avec des mouvements principaux comme le développé couché ou le squat par exemple, que pas mal de personnes pratiquent et connaissent dans nos clubs. Ok. Combien de clubs? On a plus de 300 clubs au total, dont 250 en France métropolitaine. Donc à peu près 75%, c'est ça des clubs? Ouais, c'est 75%. 3 clubs sur 4 qui sont en France, 300 clubs en tout. Dans quel pays? On est en Espagne depuis maintenant 2-3 ans. On a 38 là-bas. Ok. On est au Portugal, on n'a qu'un seul club pour l'instant, mais on va accélérer sur le déploiement dans ce pays-là l'année prochaine. On est aussi au Maroc. Et dans les dom-toms, en fait, on se répartit entre Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Nouvelle-Calédonie. Dans les... Alors, en bref, dans les grandes lignes, mais c'était créé en 89, c'était les clubs Moving. Je crois que je me souviens, il devait y en avoir dans mon quartier à Strasbourg. Ça a changé de nom, il y a une nouvelle marque qui a été créée, c'est ça, Fitness Park, qui a repris le dessus. Exactement. Historiquement, on est le groupe Moving, donc on a eu plusieurs enseignes, dont Club Moving qui était l'enseigne phare et qui est pas mal connue. Fitness Park a été créé en 2009 et en fait, au fur et à mesure du temps, le marché a beaucoup évolué et c'est l'enseigne Fitness Park donc, qui performe le mieux sur le marché. Après le rachat du groupe par Philippe Herbet, on a axé le développement sur cette enseigne et petit à petit, on a fermé tous nos clubs Moving pour être essentiellement sur Fitness Park. Et d'ailleurs, on a changé de nom, on n'est plus le groupe Moving, on est le groupe Fitness Park. Ok. C'est marrant, quand on préparait l'entretien, tu me parlais des versions de clubs. Donc là, on est à la V4, c'est ça? Tout à fait. D'ailleurs, la V4 qu'on peut d'ailleurs aller visiter à Saint-Ouen. Je vous invite tous à aller faire un petit tour parce que franchement, c'est vraiment un club. Et là, au Batignolles, tu sais ce que c'est? Batignolles, ça doit être du 3.5. Ok, il y a des points 5. Il y a des points 5, effectivement, parce qu'on a fait évoluer. C'est quoi le principe de ces versions? C'est quoi? C'est le matériel? C'est le style? C'est l'environnement? C'est quoi? T'as un peu de tout ça. Donc, t'as les différentes zones. Donc, traditionnellement, t'as musculation libre, guidée, cardio, cross-training. Et ensuite, dans certains clubs, on va déployer nos propres concepts que sont le Fight Park, le Burning Park et le Cycle Park. Et dans cette version... Cycle, Burning et Fight? Ouais, en fait, Fight Park, donc c'est un espace avec un ring et des sacs de frappe, donc pour pratiquer tout ce qui est discipline de combat. Ok. Le Burning Park, ça se rapproche de ce que font les studios qu'on peut beaucoup croiser dans Paris et qui sont des cours collectifs à haute intensité avec des thématiques vraiment très précises. Donc là, t'es un peu dans du hit ou du cross, quoi, c'est ça? Ouais, c'est plutôt du hit. Ok. Et c'est vraiment intéressant. Donc ça, on a développé notre propre concept qui marche vraiment très très bien et que l'équipe concept et produit améliore de plus en plus. Donc du HIIT, pardon, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'est HIIT et c'est High Intensity Interval Training. Donc c'est répétition rapide d'enchaînement, enfin enchaînement rapide de mouvements ou d'exercices. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un cours relativement intense sur une période... sur une durée en fait relativement courte. Donc c'est de se donner à fond pendant ce laps de temps pour se dépenser le plus possible et atteindre ses objectifs de performance, parce qu'il faut savoir que Fitness Park est très axé justement dans la performance, donc dans tout ce qui est se dépasser, se surpasser. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on le retrouve dans pas mal de marques maintenant. C'est un credo qui monte de plus en plus et nous, il faut savoir qu'on l'a justement inauguré avec la V3 en 2016. Ok, intéressant. Donc on était assez précurseurs sur le sujet. 300 clubs en tout, 300 millions de CA consolidés. Ouais, on va finir l'année à ces alentours-là. Dans ces eaux-là, donc 1 million par club en moyenne, c'est intéressant ça. C'est ce que vous vendez aux franchisés, aux licenciés, pardon, parce que c'est une licence de marque et pas une franchise. Et exactement, on vend un club et un concept surtout à forte rentabilité. On a des chiffres qui sont publics sur notre site institutionnel. Mais effectivement, on a des chiffres qui sont plutôt pas mal. On arrive à attirer des investisseurs à la fois en France mais aussi à l'étranger, et notamment dans le cadre d'un développement un peu plus important comme la master franchise, puisque en Espagne et au Maroc, ce sont des master franchisés qui s'occupent de développer la marque. Tu peux, alors je sais pas, c'est pas ton domaine, mais dans les grandes lignes, c'est pas ton domaine, pardon, mais dans les grandes lignes, la différence entre une franchise et une licence de marque? Alors dans la franchise, tu as une notion de transmission de savoir-faire.
là où dans la licence de marque, tu ne l'as pas. Dans les faits, tu as beaucoup de ressemblances. C'est surtout des disparités. Enfin, les différences se notent surtout dans l'exploitation de la marque où tu as un peu plus de liberté de l'exploitation sur la licence de marque. Après, te donner vraiment tous les détails, c'est sûr que c'est pas mon domaine, je pourrais pas trop Donc tu dis explorer cette piste, mais plus de liberté dans la licence de marque. la licence de marque, ce qui est le modèle principal en France, mais pas à l'étranger. Vous avez des master franchises, c'est ça? Exactement, parce que du coup, nous on est exploitant aussi en France, on a nos propres clubs. Combien? On a plus de 70, donc ce qui représente presque un tiers du parc français. L'idée, c'est aussi de continuer à se développer en propre. Mais pour l'international, étant donné qu'on n'a pas de présence, nous, locale, on préfère déployer avec l'aide de personnes qui connaissent bien le marché, qui aussi sont motivées, qui ont malgré tout les finances pour pouvoir développer ce pays. Donc, l'Espagne qui a un très beau succès, le Maroc aussi qui performe vraiment très bien. On a ouvert il y a un peu moins d'un an, on a déjà 10 000 adhérents. 10 000 adhérents clubs, au Maroc sur 2 clubs. Ouais. Ok, c'est intéressant. J'aurais pas imaginé Enfin, je sais pas pourquoi. Si, bien sûr. Ok. Je me serais posé la question de la maturité du marché, effectivement. Mais en fait, il y a d'autres franchises ou licences comme la vôtre au Maroc? Ouais. Je peux pas te dire, je crois pas. Je crois qu'on est le premier à se développer là-bas. On avait déjà ouvert un club moving à l'époque qui n'existe plus. Mais là, on est reparti avec Fitness Park avec l'aide d'un franchisé français, enfin qui était un licencié de marque, pardon, qui avait un club en France et qui a décidé de développer le Maroc. Donc on l'accompagne. Tu connais les tarifs au Maroc? Alors c'est dans la monnaie locale qui est le dirham. Je crois que c'est 290 dirhams le premier mois et après 390, il me semble, à vérifier. C'est un peu plus cher quand tu fais la conversion en euros. C'est 36 €, ouais. Mais bon, c'est à peu près plus cher, quoi. Donc, ok. Mais ça fonctionne très bien parce que tu arrives dans un pays qui n'est pas forcément 3,6 millions, quoi. De CA, si tu fais le calcul. Un peu plus, ouais. D'ailleurs, j'ai fait 30 €, mais si on dit que c'est 36, mais tu dis que la première année est moins chère. Donc c'est au-dessus de la moyenne, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. La moyenne serait de 1 million si on en croit les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. C'est un beau succès parce que tu arrives sur un pays qui est un peu en retard dans le développement des clubs qui sont un peu vieux, un peu vétustes, avec du matériel pas forcément très haut de gamme. On arrive avec un concept qui est éprouvé déjà en France, des clubs qui sont vraiment très bien construits, avec du matériel haut de gamme. Donc forcément, tu fais la différence par rapport à ce qui existe sur le marché local. Vous claimez sur votre site de franchise, enfin de licence, des EBITDA à 35%. Effectivement. C'est ce que c'est écrit. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Hein. Ouais, EBITDA à 35%, c'est marrant, j'aurais pas imaginé ça sur des clubs de sport. Alors, on va parler du marché dans un instant. Vous êtes milieu de gamme, j'imagine, mais j'aurais pas imaginé des EBITDA aussi importants sur un petit club. Ça fait quelle taille? C'est quoi la moyenne en taille, tu le connais? Alors, j'ai pas la moyenne, mais en gros, on se positionne sur des locaux à 1000 m². Okay. Qui vont aller jusqu'à plus de 3000. Tu vois, par exemple, Vitry, il fait plus de 3000 m². Ça reste à la marge, mais dans la moyenne, on doit être entre 1000 et 1500. Mais aujourd'hui, on développe un peu plus notre concept et on vient de le valider avec l'ouverture de Villejuif. On va aller chercher des locaux un peu plus petits. Donc là, typiquement, pour ce club, c'est du 700 m². Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi mailler plus proche. Exactement, mieux mailler les clubs entre eux et surtout pouvoir se positionner sur des locaux dans des villes où il y a une vraie tension locative sur les baux commerciaux. Donc pour pouvoir malgré tout quand même être présent et pouvoir donner la possibilité aux habitants de pouvoir s'entraîner dans un club qui leur propose les meilleures installations sportives possibles. Ok. On peut parler du marché un peu. J'ai l'impression qu'il y a pléthore de clubs. Il y en a quelques-uns qu'on revoit partout, qu'on voit sur des sacs à dos surtout. On pourra parler de cette opération. On peut en parler ou pas? Ouais, on peut en parler. Donc vas-y, raconte-moi le marché. Entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme et type d'acheteurs. Alors aujourd'hui, tu as un marché qui est quand même pas mal segmenté, même s'il a beaucoup évolué ces dernières années. Tu vas avoir de l'entrée de gamme avec effectivement l'enseigne dont tu viens de parler, qui a fait un très gros coup marketing avec ses sacs à dos, qui est Basic Fit, qui est un gros mastodonte. Hein. C'est un acteur européen qui a plus de 1400 clubs en Europe, dont 780 en France, avec un objectif d'en avoir 1200. Donc on va continuer de
de les voir prospérer sur le territoire. On a ensuite Fitness Park qui se positionne comme du high value low price, donc reste très accessible avec du 30 €. High value low price, grosse valeur pour petit prix. Exactement. Valeur ajoutée, valeur perçue, valeur donnée, ouais. C'est tout à fait ça, parce qu'on on a un prix qui est quand même très accessible, qui est de l'ordre de 30 € toutes les 4 semaines. Alors toutes les 4 semaines, tu m'expliques? Alors, on était sur un modèle mensuel auparavant, et depuis le mois de juillet, on est passé sur un abonnement avec un prélèvement toutes les 4 semaines pour en fait finalement se mettre au même niveau que la concurrence, puisqu'on était le dernier acteur encore sur l'ancien modèle, donc on s'est mis au même niveau. Voilà. Alors la logique, j'ai mis du temps à comprendre, non, mais je me posais la question, c'est qu'il y a plus de fois 4 semaines dans une année que de mois. Il y a 12 mois et il y a 13 fois 4 semaines, quoi. En gros. C'est exactement ça. Intéressant. Mais bon, en plus, ça te permet potentiellement de réduire les prix. Enfin, ça te permet 2 choses. Soit tu rajoutes un 13e mois, soit tu réduis les prix. On est plutôt perçu. Exactement. Mais on est plutôt parti sur rajouter un prélèvement comme nos concurrents. Finalement, il n'y a pas eu de baisse de prix, mais c'était surtout pour se relever finalement post-Covid, parce que nous, on a quand même eu pas mal de retombées. Hein. Forcément, on avait tous un peu plus de temps pour éplucher nos comptes et on a suspendu pas mal de prélèvements qu'on jugeait peut-être optionnels. Donc je pense qu'aucune enseigne n'a été épargnée, surtout les indépendants d'ailleurs. Mais c'était un moyen de rebondir pour repartir sur une tendance de croissance, quoi. Entrée de gamme, milieu de gamme, fair value, low price, high value, low price. Et puis il y a du haut de gamme dans toutes les villes, j'imagine. Je pense à Paris, je connais pas les autres, mais tu as des clubs à 100, 150, 200, 250 balles par mois. Tu vas avoir à la fois les box de CrossFit, qui sont pas nos concurrents directs, mais qui eux sont sur de l'abonnement à 150, 200 €. Et puis ensuite, tu vas avoir d'autres clubs un peu plus élitistes, si on peut dire, qui ressemblent plus à des social clubs ou là qui dépassent les 200 € par mois. Ok. Le marché augmente, stagne, réduit? Le marché augmente et d'ailleurs, il y a un chiffre que communique énormément notre PDG, c'est le taux de pénétration qui est de l'ordre de 10% en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 10% de la population qui est inscrite dans une salle de sport. D'ailleurs, c'est le sport qui compte le plus d'adhérents en France, donc au-delà même du football. Et l'idée, en fait, donc quand tu... C'est le premier, en termes d'adhérents, le premier... Oui. Ok. Ouais, le fitness, effectivement. Ok. Et en termes de pratiquants. Et du coup, non, tu as un taux de pénétration qui est de 10%, donc tu as encore la possibilité d'ouvrir des centaines, des milliers de clubs en France. Après, c'est vrai que moi, quand j'en parle un petit peu avec mes proches, beaucoup me disent, mais je comprends pas, j'en vois partout des clubs de fitness, il n'y a pas la place. Mais si, les chiffres le disent, et c'est surtout parce qu'on est sur un marché qui est encore loin de sa maturité, dans le sens où on a encore beaucoup d'indépendants. Et de plus en plus, le marché se rationalise et se concentre et laisse la place à des grandes enseignes comme la nôtre. Il y a autre question sur le marché, le persona, ou plutôt le type d'achat. J'ai l'impression que depuis 5-6 ans, il y a eu des verticales très fortes comme des modes. D'un coup, il fallait faire du HIIT, d'un coup, il fallait faire du cyclo-training, d'un coup, il fallait faire... et du coup, des clubs spécialisés. Du coup, j'ai dit 16 fois du coup, mais voilà. Et de ce fait, des clubs spécialisés qui se développaient. Comment est-ce que le marché du club sportif appréhende ces sujets ? C'est une bonne remarque et je pense que de toute façon, dans tout ce qui est bien-être, fitness... yoga, tout le monde fait du yoga aujourd'hui. Exactement, mais tu as toujours en fait des nouvelles modes, un peu comme les régimes où tu as eu les grandes paroles qui se sont succédées sur les meilleures méthodes. Mais non, tu as pas mal d'évolutions sur les différents concepts et ça se traduit notamment par des boutiques gym qui sont justement... des enseignes où tu vas avoir une discipline particulière, un peu innovante, parfois un peu dans le noir, très axée sur une activité dédiée. Mais sinon, le cœur du marché reste les salles de sport un peu plus généralistes comme les nôtres, même si on tend de plus en plus vers des propositions de valeur qui sont bien plus importantes, comme le Fight Park, qui est notre concept de sport de combat. On a aussi le Cycle Park qui, là, comme son nom l'indique, est une salle de cours collectif où tu pédales à fond, donc qui s'inspire du RPM. Et on a le RPM. Alors, j'ai pas la définition de l'acronyme, mais en gros, l'objectif, c'est de pédaler le plus vite possible à fond pendant 30-45 minutes pour brûler un maximum de calories. Et le troisième qui est le Burning Park,
qui est personnellement un concept que je trouve vraiment super. Il y a eu un gros travail d'ailleurs des équipes concept et produits sur le sujet, et donc là qui te permet de faire du 8. Donc c'est ce qu'on disait, ce sont des cours très intenses dans un laps de temps assez réduit pour que tu sois vraiment à fond pendant toute cette durée-là. Et d'ailleurs, je vous invite à aller le tester si vous avez l'occasion, parce que ça vaut vraiment le détour. 6 millions d'adhérents en France, plus ou moins, avec des pricing qui n'ont pas trop varié. J'ai l'impression que ce milieu de gamme est toujours à 30 € ou depuis un bout de temps. C'est quoi la durée de vie d'un utilisateur, ou plutôt les raisons du churn? Alors effectivement, le prix reste sensiblement le même, il n'a pas forcément évolué. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ta première question sur le marché, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le temps, on a vu que le moyenne gamme s'est un peu effrité, dans le sens où les gens se tournent plus vers un modèle accessible, donc comme le nôtre, ou vraiment vers du très haut de gamme. Mais pour tout ce qui est churn, forcément, on retrouve à chaque fois les mêmes raisons qui poussent les gens à se désinscrire. C'est le manque de temps, le manque de motivation, et aussi la contrainte géographique, puisque forcément, nous, quand on vend un abonnement, tu dois, pour pouvoir le consommer, finalement te rendre au lieu d'emplacement d'un fitness park. Donc parfois, ce temps-là est une friction pour toi entre le moment où tu finis par exemple le travail et tu te rends dans ton club pour t'entraîner. Donc on travaille énormément sur cette partie fidélisation et aussi prise de conscience de nos adhérents pour que ils soient assez réguliers dans leur pratique sportive. Et pourquoi je parle de prise de conscience? Parce que ce qui est assez intéressant, je pense que le débat il va beaucoup plus loin, dans le sens où je crois que la première fois qu'on a échangé, je t'en avais déjà parlé, où je trouvais ça assez intéressant, le fait de voir à quel point l'industrie agroalimentaire avait réussi à nous inculquer que manger des céréales le matin quand on est jeune, c'est bon pour la santé, alors que quand tu regardes la composition et le taux de sucre... Le sucre est un poison. Exactement. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive, et ça va passer forcément par les pouvoirs publics, mais de sensibiliser en fait tout le monde à ce que la pratique sportive soit en fait une routine et un automatisme, au même titre que de se lever le matin, d'aller dormir. Et d'ailleurs, c'est même l'OMS qui le dit et qui le recommande, c'est que chaque adulte devrait pratiquer entre 150 et 300 minutes d'activité physique par semaine. Et elle complète même 2h30 à 4h par semaine, pour être 5 heures, en bonne santé. Et d'ailleurs, tu as une étude là-dessus qui prouve que ça pourrait permettre à énormément de gens qui souffrent de maladies chroniques d'aller beaucoup mieux dans leur vie. Donc en fait, le sport est un moyen, et d'ailleurs on en a beaucoup parlé pendant le Covid, mais on est un moyen non pas curatif, mais préventif. Enfin, on est aussi un moyen curatif, mais il faut qu'on s'en serve comme moyen préventif, et ça s'inscrit d'ailleurs dans une logique de préservation, ne serait-ce que de notre modèle de santé, qui est assez incroyable, mais qui aujourd'hui va un petit peu mal. Donc si on arrivait finalement à sensibiliser toute la population à faire du sport, à être en meilleure santé, on aurait peut-être moins besoin de solliciter en tout cas tout ce qui est médecine un peu plus traditionnelle. Ok, hyper intéressant. 250 clubs en France pour Fitness Park, quelques centaines en plus pour Basic. Il y a combien de clubs en France? De Basic Fit? Non, en tout, de clubs de sport. En tout, on dépasse, je crois que le dernier chiffre que j'avais, c'était on dépasse les 5000 clubs à revérifier. Okay. Mais il me semble que cette donnée, en tout cas, c'est sûr, c'est pas cette année. Clubs. Et quelle est la part d'indépendants là-dedans? Tu le connais ça ou pas? Je la connais pas par cœur. Pardon, on n'a pas préparé. On prépare pas tout, évidemment, mais pas de problème. Là où je veux en venir, c'est l'importance de l'emplacement. On dit souvent, quand tu choisis ton club de sport, prends un truc pas loin de chez toi, sinon tu te lasseras ou tu trouveras des raisons de pas y aller. Ça joue dans vos choix, dans votre développement géographique, dans le choix des licenciés ou dans les demandes des licenciés? Tout à fait. D'ailleurs, on fait pas mal d'études marketing pour comprendre les raisons de motivation d'inscription. Et la première qui ressort avant même le prix, c'est l'emplacement. Donc, si on prend l'exemple d'un Parisien, il préférera toujours un club en bas de son immeuble, quitte à payer plus cher que celui qui est dans la rue d'en face ou à une station de métro. Et forcément, dans notre développement pour l'ouverture de nos clubs, l'emplacement est très très important. On fait énormément d'études géomarketing, ne serait-ce que pour avoir un bassin d'audience assez important et qui nous permettent d'atteindre le seuil de rentabilité de nos clubs. Parce qu'il faut savoir qu'ouvrir un fitness park, c'est très cher. C'est quoi comme invest? C'est un investissement global qui tourne autour d'1,5 million.
qui peut monter un peu plus quand on a une surface sans achat des murs, quoi. Sans achat des murs, effectivement. Okay. En termes de travaux et de matériel. 1,5 million pour un fitness park qui fait en moyenne. Il y a une moyenne où je peux prendre celle que j'ai calculée. Tu peux prendre celle que tu as calculée. On va dire 1 million par club, avec un EBITDA à 35%, ça fait 350 000. Il faut 5 ans pour le rembourser. Ce qui est dans ce que demandent les banques, hein, donc tout à fait. en business. Ok. Bon, si tu ne sors pas tout ton EBITDA, j'entends les puristes, pas les puristes, les financiers crier dans la salle, mais avec un apport de départ, c'est mieux évidemment, mais ok. Top. C'est quoi le parcours d'achat et les personas? À quel moment est-ce que je décide de m'inscrire dans un club de sport? J'imagine qu'il y a une saisonnalité. Et qu'est-ce que je fais? Je vais chercher sur Internet, je vais chercher autour de chez moi. Je fais ça en janvier parce que j'ai trop bouffé pendant les fêtes ou avant l'été. Enfin, c'est quoi le... Alors effectivement, tu l'as bien dit, il y a une forte saisonnalité. Donc, tu as janvier après les fêtes, tu prends tes bonnes résolutions. Tu as le mois de septembre, la rentrée. Donc là, tu reviens de vacances, tu te dis t'as vu les photos de toi à la plage et tu te dis putain, faut faire un effort. C'est exactement ça. T'as tes potes qui ont partagé quelques stories Instagram quand t'étais en train de te baigner et tu te dis qu'il faut que tu te reprennes. Et t'as aussi une saisonnalité qui évolue de plus en plus aux alentours du mois de mars-avril, justement un peu avant l'été. Le summer body. Exactement, où on se réveille 2 mois avant. Donc bon, pour les pratiquants réguliers, c'est les mois à bannir parce que tu as un accroissement de la population dans les clubs, tu as moins de matériel disponible. Mais non, c'est d'un point de vue business, c'est 3 périodes sur lesquelles on travaille. C'est bien beaucoup. parce qu'elles sont espacées de 3 mois à chaque fois, donc ça te permet de les préparer. Exactement. Surtout janvier et septembre, qui sont forts chez nous, donc qui sont préparés bien en amont. On est bien rodé maintenant sur le sujet. Mais sinon, en termes de parcours d'achat, tu as de plus en plus de gens qui s'inscrivent par le web. Hein. Aujourd'hui, quand je suis arrivé chez Fitness Park, on n'avait pas de parcours d'inscription. On l'a mis en place et aujourd'hui, à la fin de l'année, on devrait représenter en moyenne un peu plus de 20% des ventes. Donc, ce qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, même en période d'offre commerciale, on peut monter jusqu'à 50%. Là, on avait l'offre du Black Friday qui l'atteste. Donc, on est vraiment... très content de voir. Ouais, on est. Alors, l'épisode sort, comme dit, début 2024, mais là, on est là pendant la Black Friday Week. Et je vois effectivement une offre. Tiens, je l'ai perdu. Un mois offert, quoi, en gros. Là, elle est terminée, mais en gros, on t'offrait à la fois tes frais d'adhésion et tes. Elle sera terminée quand vous écouterez l'épisode, mais là, elle est encore. Hein. Sébastien n'est pas content. Ah. Il va y avoir un petit souci. Il y a une sifflante qui va partir après cet épisode. Ok, pardon. Je parlais du parcours, donc à peu près 20% des ventes en ligne, mais quelqu'un a visité le fitness park, puis est allé s'inscrire en ligne. Il est allé en ligne, il s'est inscrit, il a trouvé le fitness park à côté de chez lui. Ça marche par recommandation. C'est quoi le parcours? Alors, tu as beaucoup de recommandations, effectivement, puisque tu vas avoir un de tes amis qui s'inscrit dans un club et qui va prêcher la bonne parole pour que tu viennes t'entraîner avec lui. D'ailleurs, c'est aussi intéressant parce qu'on a sorti de nouvelles offres depuis le mois de juillet. Donc, notre offre Ultimate qui te permet de venir avec, en fait, un ami. Donc, toi, tu as un abonnement et tu peux finalement... Elle coûte combien? Elle coûte 50 € toutes les 4 semaines. Au lieu de 30. Au lieu de 30, effectivement. Après, tu as d'autres services. Tu as accès à tous nos cours collectifs. Intéressant, parce que du coup, tu favorises 2 abonnements. Enfin, tu favorises l'ambassadorat, la recommandation, quoi. Exactement. Et l'idée, après, c'est de pouvoir les cibler, justement, ces invités et de leur dire inscris-toi en club directement. Prends toi-même ton abonnement pour ne plus dépendre, en fait, de ton ami et pouvoir être autonome dans tes entraînements. Alors, je suis désolé, j'ai pas dû écouter, je suis peut-être pas concentré, ou alors t'as pas répondu, mais on va d'abord en club, puis en ligne, ou en ligne, puis en club? Ça dépend, t'as les deux, mais souvent, t'as beaucoup plus de gens qui vont d'abord en club pour visiter un peu les installations, et qui ensuite, soit s'inscrivent le jour J, soit s'inscrivent en ligne. Mais on a plus de 80% de gens, en fait, finalement, qui s'inscrivent dès le premier jour. Donc, c'est-à-dire que dès leur première visite sur le site ou leur première visite en club, en fait, finalement, ils s'inscrivent directement. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait leur religion via de la reco, via de la recherche, sans que tu aies pu le traquer ou l'attribuer, quoi, c'est ça? Ça peut être ça, mais c'est surtout aussi que en fait, tu as déjà fait un travail psychologique en amont où tu sais que tu vas t'inscrire. Tu vas pas visiter, par exemple, un club de fitness pour te dire j'ai envie de voir comment ça se passe ou quelles sont leurs installations, au même titre que tu pourrais aller dans un magasin. Je vais me mettre au sport, à quoi ça ressemble cette marque? Exactement, parce qu'elle est où? C'est ce club de sport parce qu'il est proche de chez toi. Ouais. Quand tu connais pas finalement les différentes enseignes, la première chose, encore une fois, que tu fais, c'est d'aller dans le club le plus proche de chez toi. Donc, s'il est relativement proche, que le trajet t'a plu et que tu te projettes pour le faire les jours à venir quand tu iras t'entraîner, finalement, tu t'inscris directement là.
Et tu viens pas le visiter comme tu vas par exemple visiter une boutique dans la rue d'habits où tu te dis bon bah je vais voir ce qu'il y a et si potentiellement il y a quelque chose qui me plaît je repars avec. Ouais, t'es déjà décidé. Ouais, c'est un acheteur. Merde, le terme m'échappe, mais ok. Pour le licencier, il vaut mieux que son membre s'inscrive en ligne ou dans son club, ou ça change absolument rien. Finalement, si tu t'inscris en ligne, tu as toute la démarche administrative qui est déjà faite. Tu n'as plus qu'à aller à l'accueil pour prendre ta photo, qu'on vérifie ton identité. Donc, tu t'affranchis finalement de toute cette démarche administrative. Mais d'ailleurs, ça va dans la continuité de l'évolution du concept où notre objectif, c'est de transformer finalement le rôle de ce commercial en club qui est essentiellement missionné sur de la vente, pour justement le transformer, le délaisser un peu toutes ses tâches pour le transformer en conseiller fitness pour que lui t'accompagne en club, qu'il puisse te conseiller, t'aider à l'utilisation des machines et qu'il y ait une vraie valeur ajoutée aussi dans l'accompagnement en plus de tout ce qu'on peut faire par mail, dans le programme de fidélisation ou sur l'application. Mais en termes de chiffre d'affaires ou d'appel, ça change rien pour lui. Ça change rien du tout. Il touchera ce qu'il doit toucher. Exactement. Okay. C'est en fonction du club où tu t'inscris, ça peut être des sociétés différentes. Donc, quand tu t'inscris dans le club A, en fait, ça tombe dans la société qui lui appartient. Ok. Le principe d'une licence ou d'une franchise, c'est que tu reverses une partie de tes revenus à la fin de l'année, tu as un buy-in et ensuite ça peut varier un peu, mais bon, c'est ça l'idée. Donc, Exactement, tu as des redevances sur ton chiffre d'affaires. Ok. Ce qui est hyper intéressant parce qu'on parlera un peu plus tard dans ce podcast d'activation et d'acquisition et du coup comment est-ce que tu balances tes budgets en fonction des différents clubs. Mais avant ça, j'aimerais juste pour comprendre un peu le paysage, que tu me racontes comment ils sont intégrés en termes de digital justement ces clubs, parce que pour pouvoir avoir des actions de branding global sur la marque versus localisé par un club et un licencié ou un franchisé, j'imagine qu'il y a une certaine intégration à avoir de tes systèmes. Oui, ça a été d'ailleurs un très très gros projet de migration puisque à la base on avait un logiciel on-premise. Donc chaque club avait son petit logiciel de gestion installé sur son ordinateur à l'accueil avec généralement une bête serveur dans le bureau du manager. Donc de la donnée décentralisée et qui était hétérogène puisque chaque club pouvait gérer et administrer sa base comme il l'entendait. Donc on a entrepris de migrer vers une solution dans le cloud sur un logiciel qui s'appelle Rezamania, qui est propre au fitness et sur lequel on a tiré du coup des câbles via les API pour pouvoir créer notre propre écosystème, à la fois notre parcours d'inscription mais aussi notre espace client. Et c'est un peu difficile d'ailleurs pour nous dans le développement puisque on est à la base pas une boîte tech, notre cœur de métier c'est d'exploiter des salles de sport, mais on doit malgré tout l'être puisque on n'a pas de solution comme Shopify par exemple ou PrestaShop qui est clé en main où j'exagère en tirant le trait, mais je peux monter ma boutique en ligne assez rapidement et jouer un petit peu avec toutes les options qui s'offrent à moi. Nous aujourd'hui, typiquement par exemple le code promo qu'on a déployé l'année dernière sur notre parcours d'inscription, ça a été plusieurs mois de travail, plusieurs mois de projet pour être compatible à la fois avec la solution de Rezamania, mais aussi que ça se répercute bien sur le parcours d'achat et sur l'abonnement, puisque derrière aussi tu as des échéances vu qu'on est sur un modèle d'abonnement. Donc c'est assez complexe. Ok, et donc toutes les salles aujourd'hui sont équipées de ce système de réservation qui est centralisé, qui vous permet de partager, j'imagine, des bases de données, du suivi d'abonnements, ce genre de choses, alors qu'avant c'était en local. Exactement. Okay. Et l'idée c'est de pouvoir justement prendre en maturité et pouvoir opérer des actions e-commerce beaucoup plus matures. Encore une fois, sans ça, pas de parcours d'inscription. Donc on aurait été encore un peu un modèle à l'ancienne où finalement tu prends tes informations sur chaque fiche de club, donc sur chaque fiche produit, et tu te rends en club pour t'inscrire. Là, l'idée c'est vraiment de pouvoir tout dématérialiser, se comporter comme un e-commerçant. Et en fait, on s'est beaucoup inspiré au début, aux prémices de ce projet des télécoms. Finalement, aujourd'hui, quand tu prends un abonnement téléphonique, tu n'as plus besoin de te rendre en boutique, tu reçois ta carte SIM directement chez toi, tu la mets dans ton téléphone et ton abonnement démarre. Tu n'as jamais eu aucun contact physique avec ton opérateur, que ce soit l'un ou l'autre. Tu t'en fiches un peu tant que tu captes du réseau.
t'es content. Bah, nous, l'idée, c'était de pouvoir octroyer la même chose à nos adhérents, de pouvoir leur permettre de s'inscrire sans friction, sans difficulté. Surtout que si je reprends mon expérience personnelle, la première fois que je me suis inscrit chez Fitness Park, donc avant d'intégrer les équipes, je me souviens, j'avais déjà quelques années de pratique en club avant d'y aller. J'ai dû faire la queue derrière 3 personnes pour m'inscrire. Franchement, c'était assez... C'était un peu un enfer d'attendre juste pour signer un papier pour pouvoir récupérer ma carte et m'entraîner. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir simplifier toutes ces démarches, de pouvoir faire en sorte que l'adhérent soit autonome dans tous ces dispositifs-là et qu'il puisse se concentrer essentiellement sur sa pratique sportive. Ok. Allons-y, parlons d'activation, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, je pense, dans un réseau comme le vôtre. Et je veux bien qu'on commence par parler déjà de la rationalisation des dépenses marketing entre les licenciés, entre le siège, enfin on vous appelle le siège, on appelle quoi? Ouais, tout à fait, c'est le siège. Le siège. D'attribution, d'arbitrage, le cas échéant. Raconte-moi un peu comment ça marche. Alors aujourd'hui, on a un fonds de communication qui, au même titre que Royalties, représente un pourcentage du chiffre d'affaires de chaque club. Et c'est par ce fonds en fait qu'on a du budget pour nos différentes campagnes. Et l'idée, c'est de segmenter. Mais ils participent au global ou ils participent sur des actions de communication sur leur club? Ils participent au global. En fait, ce fonds de communication, il est divisé en plusieurs postes de dépenses. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, donc surtout ce qui est activation média en ligne, ouais. On active pas mal de leviers, donc principalement du search payant, du social ads aussi. On fait aussi pas mal d'emails, mais la principale source de dépenses, c'est vraiment ces 2 premiers leviers, search et social, donc à la fois Search sur du social. Meta et sur du TikTok qui marche vraiment très bien. Et donc le franchisé participe un pourcentage de son chiffre d'affaires à la communication globale de Fitness Park. Est-ce qu'il peut demander à ce qu'il y ait des actions sur sa zone? Alors, s'il veut avoir des actions, mettre en place des actions sur sa zone, il peut le faire de façon indépendante. Ok, donc il a, j'imagine, des guidelines, des assets. Exactement, on lui fournit tout ce qu'il faut s'il veut investir un peu plus que ce qui est déjà prévu dans le fonds. Nous, l'idée, c'est d'assurer au maximum la présence de Fitness Park en fait partout en France, mais effectivement beaucoup plus là où on est implémenté. On n'a pas forcément d'intérêt à diffuser des publicités là où on n'est pas. Ouais. Exactement. Bon, on y viendra après parce que vous avez des techniques particulières sur ça et je trouve ça cool. On a des techniques particulières sur la SEO, mais tu vois, par exemple, sur le SIA, on n'a pas de restrictions géographiques. Admettons que tu sois, je vais te dire, à Brest, où on n'a pas encore de club, mais si tu tapes Fitness Park Paris, on va te pousser une publicité parce qu'on part du principe que finalement, tu as eu cette démarche d'ajouter à la fin dans ta requête un emplacement géographique. Donc forcément, c'est que tu es intéressé par un club qui se trouve dans cette zone-là. Donc là, on va te pousser du Fitness Park Paris, par exemple. Mais à l'inverse, sur du Social Ads, là, effectivement, on va pas te pousser de publicité à Brest, puisque dans les alentours, on n'a vraiment pas de club Fitness Park. Donc, mais comment tu t'assures que le franchisé de, je sais pas, Paris-Batignolles, sa pub, déjà respecte vos guidelines et vos chartes, et surtout, viennent pas bouffer de l'achat média que tu peux avoir par ailleurs en centrale? Alors c'est un peu difficile de tout contrôler dans la mesure où s'ils font de la surpression, ils ont leur propre compte. Et à la rigueur, peut-être que tu t'en fous de contrôler puisque ça fait plus d'abonnés. Oui et non, parce qu'il faut quand même qu'on s'assure du bon fonctionnement du réseau, qu'il y ait aussi une cohérence dans le message de marque. Mais surtout, l'idée, c'est de ne pas créer des conflits entre licenciés de marque qui sont géographiquement proches. L'idée, c'est qu'on travaille tous main dans la main et qu'on aille tous dans la même direction pour développer Fitness Park et que tout le monde puisse générer du business dans ces clubs. Donc, mais donc, ils ont une certaine limitation géographique pour leur pub, c'est ça? Le mec du 17e peut pas faire de la pub sur le 16e. Exactement. Ça... je sais pas s'il y a un club dans le 16e, j'imagine que oui, mais... Dans le 16e, pas encore. Enfin, en tout cas, tu peux bientôt pas faire le patron du club A peut pas faire de la pub sur la zone du club B. Effectivement, ouais, de toute façon c'est dans les contrats, hein. Ils ont une zone d'exploitation, ils peuvent pas communiquer en dehors de cette zone. Donc ça arrive. Ça arrive, mais c'est vraiment à la marge. Et généralement quand on le trouve et qu'on sensibilise le licencié, il n'y a pas de problème. C'est plutôt une erreur, on va dire, de configuration qu'une intention vraiment marquée. Mais alors c'est hyper intéressant, mais moi je bosse dans le 17, je vis dans le 19, peut-être que je suis plus sensible à une pub autour de mon bureau dans le 17, mais à un moment de consommation de médias où je suis dans le 19, tu vois ce que je veux dire? Je suis le soir en train de scroller sur, je sais pas où vous faites de la pub, mais Meta, enfin Instagram,
je vois une pub pour le club du 19 et je me dis bah non, c'est con, en fait, je suis dans le 17. C'est une bonne remarque et ça a été mon cheval de bataille quand je suis arrivé chez Fitness Park où justement j'ai poussé pour qu'on ait un modèle basé sur l'enseigne Fitness Park et non pas les clubs en eux-mêmes, dans le sens où il faut qu'on laisse la possibilité aux prospects, aux futurs adhérents de pouvoir choisir lui-même son club en fonction de là où il va s'entraîner. Donc, et je trouve que de toute façon, d'un point de vue marque, on est plus fort à parler de Fitness Park que finalement Fitness Park Batignolles, Fitness Park Théâtre, etc. Donc l'idée c'était vraiment de capitaliser sur la marque qui est une marque très forte pour pouvoir justement générer des ventes. Mais au début, on était assez sceptique, mais finalement, le modèle a fait ses preuves. Quand on voit l'accroissement des ventes chaque année et du taux de conversion, on est parti dans la bonne direction. Après, par contre, ça ne nous empêche pas, typiquement pour les clubs de Saint-Denis qu'on a rénovés, de faire des actions vraiment très locales en communiquant sur ces deux clubs-là, puisqu'il y avait vraiment eu un événement qui leur sonnait, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que des fois, tu dois faire le flic? C'est-à-dire appeler le club du 16e en lui disant écoute mec t'es gentil mais arrête tes pubs sur le club du 16e. Alors enfin je sais plus, enfin peu importe, t'as compris quoi. Ouais, non, c'est encore une fois c'est très marginal maintenant. Okay. Et c'est généralement des petites erreurs de configuration et en plus c'est pas moi directement qui m'en occupe, c'est notre équipe réseau qui fait un travail incroyable, qui s'en occupe et il y a vraiment pas de problème là-dessus. On a vraiment atteint une maturité aussi au niveau du réseau dans la compréhension du business et de l'intérêt de la marque. De toute façon, c'est des entrepreneurs qui comprennent vite les choses et qui, à partir du moment où voient l'intérêt pour leur business, ils sont en phase avec nous pour avancer dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il y a des sujets d'arbitrage? Est-ce la question se pose? Oui, forcément, puisqu'on a des zones où on a des zones avec des plus fortes concentrations géographiques, donc forcément on doit avoir des actions un peu plus poussées à ce niveau-là, mais on reste quand même assez homogène de notre approche de nos différents dispositifs et on essaye de faire en sorte que tous les clubs fonctionnent de la meilleure manière. Ok, et est-ce qu'il y a des sujets d'attribution en revanche? Eux, ils sont pas incentivés. Eux, le CA est le même. C'est 30 euros toutes les 4 semaines à partir de, c'est ça? Ouais. Que ça a été vendu en ligne, par toi, par lui, par un flyer dans la rue. Exactement. Donc l'attribution n'est pas vraiment un sujet. En fait, c'est pas l'attribution par rapport au levier qui est un sujet, mais plus par rapport à ton club d'inscription. En fait, aujourd'hui, si tu t'inscris à Batignolles, mais que tu t'entraînes par exemple à Vincennes, ta mensualité en fait elle sera encaissée par le club de Batignolles. Donc ça par contre ça peut créer des tensions si tu es inscrit dans un club mais que tu ne le fréquentes jamais, tu fréquentes qu'un autre club et de façon en fait vraiment, si c'est ponctuel, tout le monde joue le jeu, mais si c'est vraiment de façon régulière, là forcément ça peut créer des petites tensions. Donc un mec qui est inscrit dans le club A avec un niveau d'abonnement qui lui permet d'aller dans plusieurs clubs et qui va essentiellement dans le club B, il y a un moment où les deux patrons de club se font un échange de revenus. Non, on a bloqué justement les transferts pour que ce soit un peu plus fair parce que ça arrive dans les deux sens en fait finalement. Non, il n'y a pas de mercato d'adhérents. Mais d'ailleurs, juste pour rebondir un petit peu avant, tu disais que l'adhérent qui a pris un abonnement qui lui permet d'avoir la libre circulation, de s'entraîner dans tous les clubs, ça c'est le cas pour tous nos abonnements. Chez Fitness Park, quand tu t'inscris, tu peux aller dans tous nos clubs. Donc ça c'est une force dans notre abonnement. Mais non, on essaye de le faire. C'est encore une fois les cas comme ça qu'on a, c'est à la marge. Nos licenciés sont très intelligents, ils le savent très bien que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Et nous aussi, on est concernés avec nos propres succursales, donc on montre l'exemple et tout le monde se tient à cette ligne de conduite. Cool. On a parlé de SEO tout à l'heure, de churn pardon tout à l'heure, mais je voudrais parler de SEO. Tu me disais que c'est le levier numéro 1 d'acquisition et de notoriété aujourd'hui. Effectivement, c'est celui qui nous permet de plus performer et de toute façon, quand je suis arrivé, encore une fois, on n'avait pas encore de budget unifié sur l'ensemble de nos clubs pour la partie marketing digital. Donc on avait un concurrent qui en avait un très important. Donc il fallait trouver des moyens pour pouvoir se démarquer et quand même pouvoir prospérer sur le web et générer de la croissance. Donc le SEO était le chemin vers lequel on s'est tourné et aujourd'hui on a des résultats qui sont assez incroyables. D'ailleurs on a gagné aussi un prix sur la performance la semaine dernière au concours des cadors, donc ça on est très fiers. Ça Félicitations. Merci beaucoup. Bah, raconte-moi, dis-moi 3 trucs que je ne sais pas sur le SEO. 3 trucs que tu ne sais pas sur le SEO, je sais pas si je vais pouvoir te les apprendre, mais en tout cas je peux te parler de 2 dispositifs qui sont assez intéressants et que on n'a pas encore trouvé dans d'autres
enseignes, que ce soit salle de sport ou autre business. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui nous a fait gagner ce concours. Mais le premier dispositif, c'est ce qu'on a appelé nous en interne ville limitrophe. En fait, on a fait un constat et on a eu pas mal de discussions ces dernières années aussi avec nos licenciés qui souhaitaient qu'on se positionne sur des villes, sur des requêtes qui contiennent le nom d'une ville limitrophe à leur club. Sauf que la complexité, c'est que je prends l'exemple de Vitry, tu veux te positionner par exemple sur salle de sport Ivry, sauf que le problème, ta page de destination finalement elle redirige vers Vitry, donc ton QS il est pas forcément au top pour Google, et si tu veux pouvoir Quality score. Exactement, merci pour la définition d'acronyme. Mais si tu veux améliorer ton adran, que du coup pour mieux te positionner par rapport à ton concurrence, ton autre levier c'est le CPC. Sauf que encore une fois, nous on n'a pas non plus des budgets démentiels, donc il fallait qu'on soit un peu plus smart là-dessus. Et donc pour favoriser justement ce QS, on a créé des pages qui sont proches, des pages de ville qui sont proches des clubs où on est implémenté. Donc on a créé par exemple la page Ivry. Donc quand tu vas taper salle de sport Ivry, on va te pousser du fitness park Ivry, et quand tu vas cliquer sur cette page, finalement tu vas avoir un listing de tous les clubs fitness park qui sont géographiquement proches de la ville d'Ivry, et donc avec le premier qui va ressortir normalement qui est Vitry. Et ça on l'a déployé dans plus de 800 villes en France. Donc ça, 800 villes. Il y a 800 villes. Enfin 800 communes. 800 communes, exactement. Et quoi, il y a 30 000 communes en France, un truc comme ça? Ouais, je crois qu'il y en a entre 30 000 et 40 000, il me semble. Mais alors, on avait pris un autre exemple tout à l'heure, parce que là, je te vois un peu plus bas. Ouais, on avait pris l'exemple de Servon, qui est une ville dans le 77. Donc SERVON, où vous êtes le deuxième ou troisième résultat. Ouais. Il n'y a pas de club, c'est une ville dans le 77. Et quand je vais sur la page de Fitness Park des salles de sport de Servon, SERVON, je retrouve effectivement ceux qui sont à proximité. Okay. Ouais. Donc ça veut... Ouais, ok. Donc la page, tu l'as construit à la volée, mais tu l'enregistres et tu l'as fait référencer sur... Ok. Exactement, parce que tu vois, comme on discutait, quand t'es parisien, forcément, t'es pas forcément enclin à prendre le métro et faire 2-3 stations. Tu préféreras toujours ton club en bas de chez toi, mais quand t'es plutôt en banlieue ou en province, finalement, prendre ta voiture et en faire 5-10 minutes de trajet pour aller t'entraîner, c'est plutôt monnaie courante. Donc il y avait vraiment un intérêt d'être visible sur ces villes limitrophes et qui génèrent aussi pas mal de ventes dans nos clubs. Donc l'idée c'était d'exploiter le plus possible les différentes opportunités qui s'offrent à nous pour continuer de croître dans nos clubs. Donc ça, c'est les villes limitrophes, et tu as une autre approche qui est l'espèce de coming soon. Ouais, exactement. Donc en fait, on a fait un constat aussi, à chaque fois qu'on ouvrait un club, on avait un peu de difficulté à se positionner. Forcément, t'as pas d'historique auprès des algos, des moteurs de recherche. Donc ce qu'on a fait, c'est que pareil, sur le même modèle, on a créé des pages dans des villes que l'on a identifiées en fonction de 2 critères. Le premier, ce sont le nombre d'habitants, donc plus de 10 000 habitants, et le volume de requêtes qui contient le nom de cette ville, plus salle de sport sur SEMrush. On a fait un croisement et on a plus de 400 qui sont ressortis. Et l'idée, c'était de créer des pages dans ces villes pour dire, on n'est pas encore implémenté ici, mais on va bientôt arriver, et si tu veux te tenir au courant, remplis ce petit formulaire avec ton nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, et on te contactera dès qu'on aura plus de visibilité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu vas prendre date sur la page d'un futur club, mais tu vas aussi pouvoir collecter du lead finalement, qui est assez intéressant pour nous, parce que ça va nous permettre d'orienter aussi notre développement. On sera plus enclin à aller dans une ville où on a déjà récolté 100, 200, 300 leads, donc 300 potentiels clients qui sont prêts à s'inscrire chez Fitness Park, que dans une autre où on n'en a pas forcément un très gros volume. Et du coup, c'est des infos que tu passes à des franchisés, des licenciés? C'est des infos que je transmets à notre équipe développement, qui eux s'en servent après pour valoriser aussi nos zones et axer les différentes priorités de développement. Je serais très curieux de faire une série spéciale sur la licence et les franchises. Je te réinviterai, ou plutôt quelqu'un de l'équipe développement justement à ce moment-là. Avec plaisir. Mais tu vois, typiquement, comment est-ce que tu fais de l'upsell sur un licencié existant en lui disant, écoute, t'as un club dans la ville A, il y a énormément de demandes dans la ville B qui est pas loin, qui est limitrophe, ouvre un deuxième. J'ai les personnes qu'il faut contacter et te transmettre. Cool. Une troisième technique SEO qui marche bien. La troisième technique sur laquelle on a énormément axé notre développement, c'est la fiche Google My Business, forcément, puisque nous, ce qui compte, c'est l'emplacement
en local et la visibilité de nos clubs. Typiquement, on a fait plusieurs études de marketing et le premier critère pour s'inscrire dans une salle de sport, c'est l'emplacement géographique. Donc, il fallait absolument qu'on soit visible sur cette partie-là. Donc, on a beaucoup travaillé le développement de nos fiches, de bien les référencer, de mettre en avant nos produits, nos services, de bien répondre aux avis. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir plus de 80% de nos clubs dans le top 3 du Local Pack. Explique-moi ce que c'est. Le Local Pack, en fait, c'est quand tu fais une petite recherche, par exemple, salle de sport Paris, ce sont les trois clubs qui vont ressortir sur Google Maps. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les meilleures positions possibles, puisque généralement, tu vas pas plus loin, quoi. D'ailleurs, il y avait un petit acronyme, enfin une petite phrase, une petite blague en SEO qui te dit si tu es sur la deuxième page des résultats de recherche, c'est le meilleur endroit pour cacher un cadavre. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'être vraiment au top. Il y a vraiment des impératifs à y être pour générer le plus de business possible. Et ça marche effectivement sur Batignolles. J'ai mis salle sport Batignolles ou salle sport d'ailleurs 17e. Je vais essayer. Je suis en fenêtre anonyme dans Google FR. Et c'est ça. On devrait bien ressortir. On a des bons avis sur le club de Batignolles. D'ailleurs, c'est le nerf de la guerre et c'est un des leviers sur lesquels on a travaillé et qui aussi a beaucoup de résultats dans la mesure où un club est bien entretenu et surtout pour des clubs plus anciens, dès qu'on les rénove, en fait, finalement, on voit aussi un gain assez important sur la note et qui nous permet du coup d'être mieux référencés et in fine de générer plus de ventes. Donc ça prouve vraiment qu'il y a un intérêt et qu'encore une fois, on a pris le bon axe de développement pour nos clubs. Comment tu motives, comment tu incites à laisser des avis sur Google? Alors ça, c'est un travail surtout que nos commerciaux font en club. L'idée, c'est de motiver en fait les adhérents les plus fidèles et les plus enthousiastes à leur demander est-ce que ça te dérangerait de nous laisser un petit avis. Après, on a des petites techniques comme leur offrir par exemple un mois la boisson sportive ou un cours collectif offert. On a quelques incentives en échange d'un bon avis effectivement et pour les remercier, pour les inciter justement à mettre une bonne note. Mais ce qui est d'ailleurs un peu obligé parce qu'on a tous tendance à se plaindre et à le dire quand on a une expérience négative, mais à le garder pour soi quand l'expérience est positive. Donc et on travaille beaucoup là-dessus pour avoir l'aide de nos adhérents. Et de toute façon, ils le font de façon généralement assez naturelle et c'est bien reçu puisque, encore une fois, on est la marque préférée des Français. On est vraiment une love marque. Les adhérents adorent Fitness Park, donc ils sont heureux de pouvoir contribuer au succès de la marque. Cool. Qu'est-ce que tu fais en paid ? On fait beaucoup de search, hein. Forcément, on se positionne sur de la localisation. Alors, sur la partie search, c'est pas de la géolocalisation, mais vraiment de la localisation dans la mesure où tu vas taper par exemple Fitness Park Paris, on va te pousser du Fitness Park Paris. Tu vas taper du Fitness Park Marseille, on va te pousser du Fitness Park Marseille. Ça peu importe, toi, ta localisation en France. C'est-à-dire que même si tu étais dans une zone où on n'a pas de Fitness Park, si tu t'es intéressé à une zone où, par contre là, il y en a un, on va te pousser ce club-là. Donc tu peux taper Fitness Park Vitry, Fitness Park Strasbourg, on va te pousser le club associé à la ville. Ok. On fait quand même malgré tout. Donc ça c'est sur la marque, hein. On est d'accord. Ouais, on le fait pareil sur le générique, donc salle de sport plus nom de la ville. Ok. T'as une réciprocité en fait sur les deux, mais oui, sur la marque, il y a toujours le même débat. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans certains de tes podcasts, t'as des invités qui en parlent et qui se demandent l'intérêt. On se pose aussi cette question-là parfois, mais on continue toujours de se positionner dessus. De faire du branding, enfin de te positionner sur ton nom. Toujours un petit peu. Bon, là maintenant on exclut les clients aussi pour éviter finalement de dépenser du budget sur des profils qui sont déjà adhérents. Mais nous on a quand même un intérêt parce qu'étant donné qu'on fait des offres commerciales en janvier, en septembre, l'idée c'est de pouvoir aussi les pousser pour favoriser la transfo. Et puis ça permet de repousser nos concurrents et surtout aussi de ne pas laisser de place à d'autres qui n'hésitent pas à se positionner sur notre nom de marque, même si on a essayé de les contacter pour mettre en place un gentleman agreement, mais c'est un peu difficile de discuter parfois. C'était quoi le ratio de personnes qui s'abonnent du premier coup ? T'as plus de 80% en fait des gens qui s'inscrivent le premier jour, donc lors de leur première visite en club ou de leur première visite sur le site. 80% des personnes qui visitent le site
À partir du moment où on les a 80% identifiés. des membres, des nouveaux inscrits, c'était leur première visite. À partir du moment où Au moment on les a où identifiés. tu les as traqués, quoi. En fait, en club, c'est forcément facile. Avant de te faire la visite du club, on te demande tes informations. En ligne, c'est que tu as commencé ton parcours, tu as rempli ta page coordonnée. En fait, après, si tu pars du parcours, si tu es abandonniste avant d'avoir finalisé ton inscription, on t'a identifié, tu es en base. Mais à partir du moment, généralement, où tu as rempli ces informations, tu vas au bout de ton parcours. C'est ouf. C'est ouf. Sur 100 personnes qui s'inscrivent aujourd'hui, 80 visitent le site pour la première fois. En tout cas, tu les avais pas traqués avant. Ouais, mais parce qu'en fait, comme on se le disait, tu as eu déjà une démarche en c'est amont. intentionnel. Enfin, ils sont déjà embarqués. Tu as déjà prévu de faire du sport. Que dans ta et on va en parler maintenant parce que sur le social et le paid social, tu dois être le déclencheur de l'acte d'achat. T'as pas d'évangélisation ou d'inspirationnel à faire. T'as des pubs qui tournent, hein? On a des pubs qui tournent effectivement, et l'idée justement, on s'oriente un petit peu plus sur ce côté inspirationnel, et d'ailleurs au début de l'année, quand sortira ce podcast, il y en aura sûrement notre nouvelle publicité qui tournera sur les JO 2024 sur lesquels on va un petit peu communiquer. Quand tu vois le spot, franchement, ça donne quelques frissons quand tu es à fond dans le sport. On s'oriente vraiment beaucoup plus sur cette partie-là, donc avec toujours ce mindset de se dépasser, se surpasser. Et ça se traduit aussi dans nos différentes communications, hein. L'idée, c'est de pouvoir vendre en fait la meilleure version de toi-même, parce que c'est ça qu'on cherche à obtenir de nos adhérents, et on veut les aider à atteindre ces objectifs-là. C'est toujours se dépasser, se surpasser, devenir la meilleure version de soi-même, être bien mentalement, se sentir bien aussi physiquement, pour faire en sorte que ton corps soit en parfaite harmonie avec l'esprit, que tu sois bien dans ta vie. Ok. Vous faites de l'affiliation ? On fait pas d'affiliation pour l'instant, mais ce qui est assez intéressant quand on regarde un petit peu dans nos outils d'Attrib, et quand on regarde la partie référeur, on a pas mal de sites qui nous génèrent du trafic et aussi des conversions. Après, nous, on en fait un petit peu sous le manteau, si je peux dire, en partageant nos bons plans sur Deallabs ou radar.com. Mais c'est un des leviers qu'on va explorer l'année prochaine, puisqu'il y a un vrai potentiel de business à creuser. Et en continuité de l'affiliation, que vous ne faites pas aujourd'hui, de l'influence ? On fait quand même de l'influence. Alors, on a un petit peu réduit les différents influenceurs avec lesquels on travaille, dans la mesure où sur toutes nos communications, ce sont nos adhérents qui nous représentent. Donc, de l'UGC ou t'as des on fait des ambassadeurs? On en fait des ambassadeurs, puisqu'en fait, on les sélectionne au travers d'un casting. Et ce sont vraiment eux qui nous représentent sur nos différentes communications. Donc, toutes les personnes qui sont adossées à une communication Fitness Park sont en réalité des adhérents de Fitness Park dans nos clubs. Hyper intéressant. C'est toi qui as mis ça en place ? Ce n'est pas moi qui ai mis ça en place, c'est la direction marketing, notamment Jean-Philippe, que je salue, qui a obtenu le titre cette année de meilleur directeur marketing. Effectivement, excellent. Par stratégie. Et non, ça part de là. Et là, je trouve un asset, par exemple, a priori, ces 2 personnes sont des membres, a priori. Alors ça, typiquement, tu vois, crédit, stock, adobe.com, c'est pas de chez nous. Pardon, j'ai pris une image au hasard, mais en tapant votre nom, mais c'est le concept, quoi, c'est ça ? C'est l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur ceux qui nous représentent le mieux et qui s'identifient au travers de nos valeurs et de notre enseigne. Ok, j'arrive plus à dézoomer. Hyper intéressant. C'est bien parce que du coup, t'as en plus des gens, qui sont a priori bien dans leur corps, quoi. Ok. Ouais, mais notre communication n'est pas forcément axée que sur le développement physique. Ça va vraiment beaucoup plus loin. C'est dans un ensemble, dans l'idée vraiment de se dépasser, se surpasser. Tu vois, par exemple, tu n'auras jamais aucune personne torse nu sur nos communications. Contrairement à d'autres concurrents, par exemple, qui eux le font. Nous, c'est pas notre credo, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Putain, il y a un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure, je me permets d'en parler maintenant, sur le marché et la concurrence. Oui. Les apps et le self-training, je sais pas comment on appelle ça. Oui. Il y en a plein qui existent, ça arrive, ça part. Là, en ce moment, je me fais targeter depuis 3 mois avec du calisthenics, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça vient bouffer, ça augmente, ça. Parce que la réflexion que je me suis faite, moi je suis dans un club de sport à Paris, c'est qu'en fait cette app je l'utilise dans mon club. Et en fait je me suis fait mon programme d'entraînement dans mon club, au lieu d'avoir un coach à 80 balles de l'heure ou 30 balles ou j'en sais rien, je me suis fait mon programme avec mon app. Mais comment ça intervient sur ton marché ?
Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde. Nous, déjà, il faut savoir qu'on a aussi une application Fitness Park où tu peux retrouver tous tes programmes d'entraînement dedans. Donc, l'objectif, c'est de t'accompagner en fait durant ton entraînement, mais aussi avant la salle de sport et après la salle de sport. Donc, avec des trainings aussi qui peuvent se faire en extérieur, avec des installations que tu peux retrouver de façon plus courante ou avec du running, par exemple. Mais ces applications-là, elles ont malgré tout un défaut, c'est que tu seras toujours limité dans ta pratique, dans le sens où tu ne bénéficies pas d'installation. Donc, tu devras forcément passer par un club, que ce soit le nôtre ou un autre, pour pouvoir aller plus loin. Par contre, un des points sur lesquels on est très vigilant, c'est les agrégateurs, par exemple un Gymlib ou un Gympass, où eux se positionnent comme un intermédiaire finalement, où ils viennent ubériser la salle de sport. Et ça, c'est un peu un danger pour nous parce qu'on veut quand même garder le contact avec nos adhérents. Donc nous... Mais vous travaillez avec eux ? On ne travaille pas avec eux. Il y a toute une flopée de sites qui te permettent d'acheter, qui vous permettent, chers auditrices, chers auditeurs, d'acheter un pass à la journée dans une gym là où vous êtes. Voilà. Mais il faut évidemment qu'il y ait un partenariat avec la gym en question. Exactement. Nous, c'est pas notre objectif puisque on veut vraiment garder le lien avec nos adhérents et surtout ne pas laisser la place à un acteur comme cela sur le marché, puisque les investissements seront supportés par l'enseigne, mais en fait finalement la base client appartiendrait à cet agrégateur. Oui, et on perd l'essence même de la marque et nos valeurs seraient diluées au travers d'autres enseignes. On n'aurait pas forcément d'attache à Fitness Park comme ce qu'on s'efforce de faire. Mais tu sens du push sur ce type de consommation ? Est-ce que, pardon, la question que j'ai en tête, c'est est-ce que ça vous force ou est-ce que ça influe en tout cas la réflexion autour des pricing ? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, parce que ces apps ou ce style de consommation a augmenté, on puisse acheter des packs des passes à la journée en direct, comme ça tu maîtrises la donnée utilisateur et tu réponds à un besoin marché. Alors nous aujourd'hui déjà on a des passes, c'est possible, tu viens à l'accueil et tu peux prendre juste une séance à la journée, mais non, ça n'influence pas sur notre business model dans la mesure où aujourd'hui ils sont plutôt répandus sur des boutiques gym, donc des activités vraiment dédiées ou des studios yoga, mais pas forcément sur des enseignes de salles de sport. Pour l'instant on arrive tous un peu à faire bloc et encore une fois l'idée c'est de vraiment t'imprégner de la marque et de pouvoir t'accorder avec ces valeurs. Donc nous on a vraiment cet objectif là, à la différence par exemple si tu prends Airbnb, que tu ailles dans un logement A ou un logement B, finalement, tu vas pas regarder l'essence même du logement ou de ton propriétaire, sa personnalité. Tu y vas pour une raison de prix et aussi d'emplacement par rapport à ce que tu veux faire le lendemain. Là où nous, ça va vraiment beaucoup plus loin. Tu as une transmission de valeurs, tu as un environnement de marque aussi concret, on te met dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir réaliser tes entraînements. Donc on veut conserver ce lien fort qu'on a avec nos adhérents et continuer de faire en sorte que cette belle marque soit toujours celle qui soit préférée des Français. Des Français, ok. Dernière question sur le rebuy. Et on fera un petit crochet par l'email. Vous êtes sur Adobe Campaign pour les emails. Exactement. Tu as 1 million d'adhérents. Comment tu les actives et quand ils partent, qu'est-ce que tu fais ? Alors aujourd'hui, Adobe Campaign est déployé uniquement sur nos succursales. On a un projet de le déployer sur l'ensemble du réseau de nos licenciés de marque. Et d'ailleurs, dans notre modèle... succursales, c'est donc les fitness parks qui vous appartiennent. Exactement, c'est les clubs en propre. Et d'ailleurs, dans tous les gros projets que l'on met en place, on le teste d'abord sur nos succursales. On éprouve le modèle et ensuite on le présente à nos licenciés avec les intérêts business et on le déploie sur leur club. Là, en ce qui concerne l'activation, notamment sur le rebuy, on a mis un dispositif en place, notamment pour les adhérents qui fréquentaient nos clubs de façon régulière, qui sont des abonnés. Donc ça, a priori, ils n'ont pas forcément de raison de se désengager, ou du moins par rapport à l'arrêt de la pratique sportive, c'est plutôt des raisons externes, donc peut-être une meilleure offre d'abonnement d'un point de vue prix d'une autre enseigne ou d'un déménagement. Et pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on va les relancer à 11 mois après la résiliation de leur abonnement, parce qu'on se dit, voilà, au moment où ils ont résilié, ils ont pris un autre abonnement avec engagement 12 mois dans une autre salle de sport. Donc on les relance 1 mois avant la fin de leur supposée fin de période d'engagement pour pouvoir leur dire reviens chez nous avec une offre assez intéressante. Et sinon, en fil rouge, bien sûr, on remet nos adhérents, même qui fréquentaient pas forcément énormément nos clubs, dans nos différents flux d'acquisition pour tenter de les convaincre de se réinscrire. Mais l'idée, c'est surtout de faire en sorte qu'ils aient une pratique régulière pour qu'ils restent le plus longtemps possible dans nos clubs, bien évidemment, mais surtout pour que aussi ils aient les bienfaits du sport, qu'ils les ressentent aussi bien physiquement que mentalement au quotidien.
Ok. Tu m'as dit que vous faites à peu près... Non, j'ai dit que vous faites à peu près 300 millions d'euros de CA. Quelle est la part d'upsell, de goodies, je sais pas ce que tu peux acheter dans un club, mais... Alors aujourd'hui, elle reste encore très faible et l'idée, c'est justement de pouvoir la développer de plus en plus, d'où le fait qu'on a lancé de nouveaux abonnements en juillet avec beaucoup plus de services dans tout ce qui est pack Ultimate. Et on le voit de toute façon sur nos ventes, ça représente maintenant une part beaucoup plus importante par rapport au mix des ventes des différents abonnements. Donc l'idée, c'est de tendre de plus en plus vers un abonnement qui a une plus haute valeur ajoutée. Et là, récemment, on vient aussi de sortir notre boutique officielle de produits, donc qui sont référencés par le siège et qui seront disponibles dans tous nos clubs pour faire en sorte que nos adhérents puissent s'équiper aussi bien avec des accessoires d'entraînement qu'avec des compléments alimentaires type protéines. Ok. Cool. Sébastien, on a fait un grand tour. C'est du développement propre, j'imagine. Non, pardon, vous avez Razamania. Ouais. Et qui se plug dans un environnement que vous avez développé en propre ou c'est du WordPress, c'est quoi? Alors, on a 2 technos sur la partie web, tout ce qui est lié au e-commerce, donc espace client, espace adhérent qu'on appelle chez nous, et le parcours d'inscription en fait sont développés from scratch sur Symfony, qui sont directement connectés via API avec Razamania, parce qu'on récupère finalement le catalogue produit depuis Razamania, on crée les fiches clients, on les stocke dans Razamania. C'est un peu notre... Mais ce que voit l'utilisateur, le front de l'utilisateur, c'est du propre. C'est du propre sur la partie e-commerce. Sur la partie, on va dire, plutôt classique, CMS. fiche club, c'est encore sur du WordPress qu'on va faire évoluer l'année prochaine, justement. Vers quoi? On ne sait pas encore, on est en pleine étude, on a finalisé notre cahier des charges d'un point de vue use case et fonctionnel. Maintenant, c'est côté IT qui travaille sur cette partie un peu technique. Vous avez l'IT en interne ou vous allez faire ça par une... On a une équipe IT en interne, on vient de recruter notre lead développeur justement pour se renforcer là-dessus, mais on travaille aussi avec une agence qui nous accompagne sur ces sujets. Cool. Appelle-moi. Avec plaisir. Chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai adoré parce que c'est la première fois que je traite de ce sujet. Je suis un fidèle auditeur, tu crois aussi? T'as pas tout écouté peut-être, mais voilà. J'en ai écouté plus de 80% et j'ai pas souvenir qu'il y ait eu une autre enseigne. Écoute, c'était passionnant et ça me donne l'envie de faire une série spéciale sur la franchise ou la licence. On pourrait faire ça en partenariat avec CDI Media, qui est notre client et qui est l'officiel de la franchise parmi ses titres. Ce serait très cool. Vous pouvez retrouver Sébastien Loye, L-O-Y-E, sur LinkedIn pour poursuivre la conversation. Évidemment, allez faire un tour sur Fitness Park, fitness-park.fr pour tester ce parcours. Et merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter lepanier.io pour laisser votre adresse email. J'y envoie chaque semaine les derniers épisodes, des news, des coups de gueule ou en tout cas des éditos parfois. Et voilà. Sébastien, merci. Merci beaucoup, Laurent. C'était à bientôt. Cool. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.